Vas-y, vas-y. Et nous voilà, salut, salut Vol Ouest. Salut Pierrot. Ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps, c'était en plus réclamé. Ça me fait très plaisir de te voir et de parler avec toi aujourd'hui. Il y a des millions de gens qui vont regarder cette vidéo. Les temps sont propices. Le président de la République est notre meilleur vendeur de notre livre Rue Barbare. Mhm, Il demande aux gens de faire des kits, d'être survivalistes, alors qu'il y a encore quelques années, les survivalistes étaient des fous des armes. Ils vivaient dans des bunkers, ils étaient entourés de boîtes de conserve. C'était des fachos d'extrême droite. Et mhm, aujourd'hui, toute la population devrait l'être selon les gouvernements européens. mhm. Quel est l'état des lieux? Qu'est-ce que tu peux faire comme bilan? Toi et moi, ça fait 15 ans qu'on est là-dedans, qu'on en parle en public, qu'on essaie de convaincre les gens. On est content que les États reprennent le relais ou pas? Comment tu vois les choses? C'est toujours intéressant. J'avais fait une vidéo il y a 13, 14 ans où effectivement au début, nous on est arrivé sur la scène, toi et moi, on est les vieux cons mais quand on est arrivé sur la scène, effectivement, on était vraiment des pionniers par rapport à cet état d'esprit. Et j'avais fait une vidéo à l'époque, justement, parce on nous mettait quand même, enfin, moi, on m'a beaucoup mis la pression, j'avais fait une vidéo, justement, qui expliquait que les plus grands survivalistes, de toute façon, de tous les temps sur la planète Terre, c'était l'État et les gouvernements, que ce soit le gouvernement suisse, que ce soit le gouvernement français ou que ce soit le gouvernement américain, c'est eux qui ont des bunkers, c'est eux qui ont des réserves de cassoulet pour les 20 prochaines années, c'est eux qui ont les combinaisons NRBC, c'est eux qui ont les flingues, c'est eux qui ont les médicaments. Là, il y avait un vieux bunker qui a été désaffecté, un vieux bunker bien évidemment du gouvernement, parce que tout ça, c'est payé avec nos taxes, hein, qui a été désaffecté, qui était un bunker des années de la guerre froide. Et ils ont retrouvé des tonnes et des tonnes et des tonnes de médicaments, de trucs. Et donc, ça m'a toujours fait un petit peu rire quand même, effectivement, qu'on soit toujours traité d'extrémistes, de dérangés, alors que en fait, les plus grands survivalistes de tous les temps, nous, on est des petits joueurs, mais les plus grands survivalistes de tous les temps, c'est effectivement nos gouvernements. Pour ce qui est de Macron et de cette entreprise de faire des kits de survie, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, durant ce live, mais ce qui est intéressant, c'est déjà sa prise de position par rapport à l'Ukraine, sa prise de position par rapport à la Russie, sa prise de position par rapport à la guerre. Et c'est ça qui est peut-être plus intéressant et plus dérangeant dans le fond, en fait. La préparation des citoyens, euh, je pense que tu sais, c'est juste un satellite autour de quelque chose de beaucoup plus sombre et sérieux. Et bien évidemment, il faudra voir ce qui nous sort là en termes de kit et de préparation du citoyen. Je pense qu'il va être calqué de toute façon, tu sais, sur le petit livret Survivre à la guerre des Scandinaves là, qui nous ont fait l'année dernière. Je pense qu'ils Mhm. vont se caler là-dessus. Et donc, bien évidemment, ce serait comme si on avait une voiture qui avait totalement brûlé et explosé et que le gouvernement nous donnait une roue de secours et disait, voilà, tu peux mettre ta roue de secours sur ta voiture brûlée, ça va bien fonctionner. Je pense que ça va être très léger et que comme d'habitude, ça va manquer de fond, ça va manquer de substance, ça va manquer de densité. Voilà. Alors, même nous ne l'avions pas connu. Mais dans tous les pays d'Europe, dans les années 60, des guides avaient été distribués. J'ai ici le guide français, Savoir pour vivre, qui date de 1964, je crois, et qui est publié par la Protection civile. Je ne sais même pas si la Protection civile existe encore en France, mais la Ouais. Protection civile qui a ce symbole international qu'on retrouve en Suisse, qu'on retrouve partout, euh, expliquait non seulement tout ce qu'on nous explique aujourd'hui, mais effectivement, donnait, alors je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est vintage, il est sous cellophane, exactement, et tous les pays en avaient et expliquaient quoi faire en situation de crise, de catastrophe naturelle. Ça persiste.
Donc, il n'y avait pas que simplement une liste de choses à acheter et de mettre dans un sac chez soi, dans une armoire, peu importe. Il y avait aussi, et ça c'est peut-être ce qui nous manquera et qui nous manque le plus, des consignes d'action, de comment agir, de comment interagir avec nos voisins, avec les gens autour de nous. Et je suppose qu'à l'époque, avec le service militaire qui était quand même omniprésent et universel dans tous les pays d'Europe, eh bien, il y avait une forme d'entraînement qui passait aussi par là. Alors, c'était peut-être pas le service militaire le nec plus ultra, mais certains en faisaient de la protection civile. Pas tous les pays avaient des abris comme on peut l'avoir en Suisse ou en Suède, etc. Mais néanmoins, il y avait le métro, il y avait des caves dans les grandes villes, dans les grands immeubles, etc. Et les gens avaient au moins un petit peu de formation. Et puis, ça a été complètement oublié. Et là, on revient, probablement pour des mauvaises raisons, pour en revenir. Je pense que tu as tout à fait raison. Il y a des raisons sombres. Mais voilà, on commence par la petite lorgnette. Et ce que tu viens de dire, c'est très intéressant, c'est que c'est la petite roue de secours, mais en fait, on a besoin d'une bagnole, et si possible, une 4x4 dans ces cas-là, pour prendre l'image de la voiture que tu as pris. Toi, comment tu... Et on en a parlé en longueur dans le livre Rue Barbare que tu as derrière toi, euh, Mm, qu'on a coécrit il y a pas mal d'années et qui reste super à jour et dans lequel on donne une vraie liste, mais plus encore qu'une liste, parce qu'on va loin, on va beaucoup plus loin que tout ce que le gouvernement va faire comme préconisation. On met ça dans un contexte. Quel mhm. serait, à ton avis, le contexte dans lequel, et finalement, c'est pour expliquer à ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas du tout cette approche, c'est quoi la philosophie de la survie, du survivalisme, de la préparation, selon toi? Je pense que c'est quelque chose d'assez large en fait et effectivement on peut rentrer par différentes portes dans cette dynamique de survivaliste. Pour essayer de répondre à ta question, je pense que le contexte qui nous intéresse ici peut être multiple, mais il n'y a pas fondamentalement des milliers de possibilités ici. On peut, à l'échelle d'une nation, comme il se passe en ce moment, effectivement être confronté aujourd'hui à une troisième guerre mondiale. Alors, certains disent qu'on est déjà rentré dans la troisième guerre mondiale en 1994, je ne sais plus, quand Poutine avait déjà annoncé que l'OTAN devait rester chez eux et qu'on avait violé en fait ce traité. Certaines têtes pensantes américaines pensent qu'on est déjà rentré en troisième guerre mondiale depuis un moment en fait. Bien évidemment, cette troisième guerre mondiale euh, peut se dérouler de plusieurs manières. On n'est pas forcément, parce que quand on pense Troisième Guerre mondiale, toi, tu es de la même génération que moi, mais tout de suite, on pense Mad Max, euh, un- une désolation nucléaire fatale. Mais je pense et on le voit avec le conflit en Ukraine, une Troisième Guerre mondiale, ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus traditionnel, avec des forces beaucoup plus conventionnelles euh, et des dynamiques qui ressemblent beaucoup plus à des conflits qu'on a déjà eus et qu'on peut comprendre. Ça peut aussi passer effectivement parce qu'il y a toujours cette possibilité, comme on le sait tous, vu que tout est dirigé par des êtres humains et que l'être humain a tendance quand même à faire beaucoup de la merde, sur un malentendu ou un quiproquo, on l'a vu pendant le Missile Crisis avec l'URSS. On le sait maintenant, il y a eu deux ou trois fois où on a été littéralement à 20 secondes d'une guerre thermonucléaire globale. On le sait maintenant avec le recul. Mais donc, il y a toujours cette possibilité parce que la paranoïa, parce que les engagements sont tellement énormes aujourd'hui qu'il faut être très réactif. Mais il y a toujours cette possibilité, effectivement, que nos gouvernements appuient sur le bouton pour une raison ou pour une autre, et donc de se retrouver dans une guerre nucléaire, mais je dirais qui reste conventionnelle. Il y a énormément de désinformation par rapport au conflit nucléaire, qui peut survivre, comment, pourquoi, et ainsi de suite. Je sais que tu as écrit un livre sur le sujet. Mais donc, ça, c'est une autre possibilité. La possibilité que je vois et qu'on voit, je pense, et qu'on partage, toi et moi, depuis plus de 15 ans, et ça tombe bien parce que je reviens de San Francisco.
C'est une espèce d'effondrement lent, vicieux, bizarre, où on a du mal justement à identifier l'ennemi. On n'est pas sur quelque chose de conventionnel ici. On ne sait plus qui est l'ennemi, on ne sait pas qui est l'ennemi, on ne sait pas d'où il vient. L'ennemi peut être notre meilleur ennemi, notre meilleur ami. On ne sait jamais, c'est très asymétrique et très bizarre. Ça passe par des dynamiques économiques, bien évidemment, des dynamiques sociales, des dynamiques migratoires. Et on se retrouve dans un flux et un bain assez perversif, vraiment, vraiment étrange. Et je pense que de toute façon, on y est déjà. Alors certains disent depuis mai 68, certains disent depuis les années 70, 80, la Révolution verte, Mitterrand, peu importe. On peut choisir notre poison ici, mais et je pense que tu partages cette idée, je pense qu'on est sur un déclin et un effondrement lent de nos sociétés, de nos cultures, et qu'on est malheureusement sur cette espèce de Titanic qui coule assez lentement en fait. Certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de se noyer. Et donc, ça, c'est l'autre possibilité. Et donc, selon la porte d'entrée qu'on va choisir par rapport à cette dynamique de survivalisme, effectivement, si je rentre par la porte guerre nucléaire, alors je vais m'équiper et je vais avoir une dynamique interne qui va être différente en fait que si je rentre par la porte du déclin lent et de l'effondrement lent. Là, mes préparations, mes kits, mon état d'esprit va être un petit peu différent. Donc, je pense que on rentre tous par des portes différentes. Certaines personnes vont rentrer par la porte, tu sais, de la catastrophe climatique. On le voit tous les ans, les inondations, les feux de forêt et ainsi de suite. Les tremblements de terre, on vient d'en avoir un énorme. Je ne sais pas si tu as vu les images, mais c'est En vraiment Birmanie, là. ouais, hyper impressionnant. Et donc, certaines personnes vont aussi rentrer par cette porte-là. Et donc, on va voir Macron, tu vois, on va voir le gouvernement français, quelle porte il va choisir. Bien évidemment, là, on est plus sur la porte guerre conventionnelle, je dirais. Mais donc, selon la porte, une prestation différente par rapport à cette dynamique de survie et de survivalisme. Oui, c'est vrai que moi j'ai pris ça plutôt du. Alors, deux choses. D'abord, je sais que cette volonté de faire peur, elle a un but, c'est-à-dire dire ah on va aller en guerre, il faut vous préparer, voilà, on va vous distribuer un kit. En fait, leur objectif n'est pas de nous faire du bien ou de nous mettre sur la bonne voie. C'est ce qui va se passer peut-être d'un point par accessoire. Mais leur volonté, c'est de nous faire peur parce que probablement ils préparent de nous prendre de l'argent sur nos comptes et de nous spolier ou d'ajouter des lois de contrôle, voilà, de contrôle de la population, etc. Bon, ça, on le sait, j'ai écrit un livre sur la peur, sur comment on gère notre émotion de peur, qui marche bien. Et donc pour moi, c'est très important de le dire. Mais je ne vais pas critiquer juste pour critiquer, parce que, au contraire, je me suis dit, tiens, c'est probablement assez nul ce qu'ils vont nous proposer, mais pour l'immense majorité de la population, même si c'est un truc nul, parce que nous, ça fait 20 ans qu'on est dedans, ou 30 ans qu'on est dedans, eh ben, il faut pas faire le snob, il faut pas faire l'élitiste en disant, oui, non, mais de toute façon, leur kit, il n'est pas aussi bien que le nôtre, et puis nous, regarde, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. On va aider les gens à aller plus loin, bien sûr. Mais, et acheter notre livre, Rue Barbare, bien sûr. Mais plus sérieusement, moi, je trouve que c'est salutaire de dire à la population, même si c'est pour des mauvaises raisons, de dire, et au fait, vous savez, il y a des catastrophes naturelles. Il y a peut-être voilà, une panne de courant. Je vois que chez toi, derrière toi, tu as un extincteur parce qu'on a des accidents domestiques. C'est la plus grande, c'est le plus grand nombre d'accidents au monde. Ce sont ceux qui arrivent chez nous. Ensuite, il y a dans les voitures. On a des prises de conscience très anodines, très quotidiennes dont on parle, dont toi tu parles depuis 15 ans on ne se prépare pas à la Troisième Guerre mondiale. On parle souvent avec notre public sur Patreon et aussi sur YouTube avant, etc. Et dans nos livres, on parle.
d'avoir cette prise de conscience des dangers, et ça peut être des petits dangers, mais qui ont un gros impact si ça t'arrive à toi. Un accident de voiture, c'est chiant, ça peut être Mhm. dangereux, mais c'est pas la fin du monde. Pour les 9 milliards de gens autour de toi, ton accident de voiture, c'est rien du tout. Mais pour toi, c'est important. Donc, est-ce que tu as dans ta voiture, ne serait-ce qu'un triangle? Normalement, c'est obligatoire, mais est-ce que tu en as? Est-ce que tu as un gilet jaune? Ah, attention, c'est peut-être dangereux aujourd'hui. Un gilet orange? Est-ce que tu as des petits signophiles de signalisation? Moi, chaque année, au moins une fois, il m'arrive d'avoir une panne ou de m'arrêter sur la panne de quelqu'un d'autre et d'aider, Mhm. mettre des signaux, etc. Donc ça, ce sont aussi des préparations qui peut-être sont oubliées par la plupart des gens parce qu'on ne leur apprend plus, parce que c'est plus enseigné à l'école ou ils n'ont pas écouté. Et puis, ce rappel, moi, je le trouve plutôt salutaire. Ne trouves-tu pas que c'est plutôt un point de départ à saisir et une opportunité pour la plupart des gens de peut-être réfléchir? Ça pourrait l'être si c'était pas dans une période qui est, qui est rattachée à l'idée de guerre avec la Russie. Je pense que, bah, et toi tu le sais très bien, mais tu sais, le gouvernement a une page sur Internase où il y a, voilà, le gouvernement français vous demande de faire ceci, ceci, cela, tout le monde s'en branle, ça n'a jamais rien donné. Euh, et donc, effectivement, je pourrais te rejoindre sur la partie que peut-être qu'il faut de toute façon cet électrochoc, tu vois, pour que les gens, il faut toujours que ce soit pratique de toute façon. Et donc, peut-être qu'il faut cet électrochoc pour peut-être amorcer certaines préparations de la part de nos concitoyens. Mais en même temps, ça arrive à un moment, malheureusement, qui est lié donc à ce conflit. Et donc, je trouve que c'est dommage que ce soit rattaché à ce conflit. Maintenant, je pense que de toute façon, les gens vont en faire, à la majorité, comme d'habitude. Ça dit quelque chose sur mon écran, c'est bon, c'est bon. Mais écoute, pourquoi pas, j'apprécie ton enthousiasme, j'apprécie ta positivité, mais de ma fenêtre, si tu veux, je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est dommage que ce soit rattaché à quelque chose d'aussi grave et d'aussi important que la guerre en Ukraine. Oui, alors c'est certain que dans ce scénario-là, ce qui semble être proposé, si c'est comme celui de la Suède ou de l'Allemagne, c'est un petit peu dérisoire. C'est un Hmm. petit peu faible parce que, bon, Bah, euh, c'est surtout hyper anxiogène en fait. et voilà, Et c'est ça voilà. le problème. Le Ouais. problème, c'est que tu pars d'un truc qui devrait être positif, comment devenir les acteurs de son propre bien-être, comment mettre en place des stratégies pour peut-être vivre plus sainement, d'une manière plus équilibrée dans cette société de salopes. Et puis tout d'un coup, on t'envoie un truc ultra anxiogène où on te dit, bon, il va falloir aller buter du russe, tu sais, qui est hyper rustique, qui fait pousser de la pomme de terre depuis 30 ans. Euh, et toi, tu es là avec ta trottinette électrique, ton pantalon moule-couille. Toi, tu sors de Monoprix avec ton croissant chaud. Il va falloir aller se friter dans les tranchées, dans la boue et dans le froid avec des Russes. Ah, Ouais, non, mais c'est un peu bizarre. ça va pas le faire et ça va pas arriver. Ça, c'est pas possible. C'est Mm. pour ça que le contexte est important et tu as raison. Le contexte, alors je suis d'accord de dire que le contexte dans lequel est fait cette annonce, c'est un contexte d'esbrouf parce qu'en fait, il n'y a plus d'armée, enfin, ou très faible, il y a plus d'industrie et il n'y a plus les hommes. Donc, Mhm. bon, ça va être très compliqué de faire une croisade contre le bolchevisme, enfin, je veux dire, contre les Russes. Mhm. Ça va être très compliqué de faire Barbarossa 2.0 avec un OTAN qui n'est fait que de forces spéciales, avec des matériels qui marchent plus, et il n'y a plus d'argent. Donc, bon, et puis en plus, avec les gens qui poussent pour la guerre, qui n'ont pas l'intention de la faire, euh, Mhm. parce qu'ils comprennent pas, ils n'en ont pas l'expérience. Quand ils voient une arme, ils hurlent comme une fillette. Donc, non, c'est pas possible. En revanche, il y a plein de choses qui arrivent et qui sont déjà malheureusement en accélération.
Tu pourras en parler parce que tu viens d'aller à San Francisco, donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur les États-Unis. Mais ici en Europe, il y a une accélération de la perte du pouvoir d'achat. Quand tu vas, avant, tu allais au Maroc, tu étais le roi du monde. Tu allais en Turquie en Mm, vacances, il y a là, pour 50 balles, tu bouffais la semaine. Maintenant, c'est les mm, mêmes prix qu'en France. Euh, ouais, tu douilles. Et même en France et même en Europe, partout, ton paquet de pâtes à 3 euros, il est passé à 6 euros. Et au lieu d'être 500 grammes, maintenant il fait 400 grammes. Et tout a augmenté depuis 5 ans, depuis le chat chinois, là, depuis la chauve-souris mal cuite. On a eu une inflation démoniaque. Tout est mm, cher. Donc, ergo, eux, ils ont pas vu leur salaire augmenter de la même manière. Là, mm, j'étais en Turquie en vacances, là, en mars, début mars, et les gens me disaient que leur loyer, en 5 ans, il a été multiplié par 10, mais que leur salaire, il a été multiplié que par 2. Donc, mm, ils se font massacrer au niveau financier. Donc, ils bouffent des patates, ils n'arrivent plus à sortir au restaurant, ils n'arrivent plus à acheter les bouquins pour les enfants à l'école. Donc, il y a de l'inflation terrible. Et on le voit partout. Et ça, c'est déjà un effondrement, c'est déjà une crise personnelle. Toi, tu en parles beaucoup, on parle de fonds d'urgence, on parle de se préparer à tout ça, pour plein de raisons, mais ça, c'est mhm, déjà un effondrement. Et on voit la pauvreté de plus en plus, et on voit surtout, in fine, alors aux États-Unis, vous faites des réformes assez impressionnantes ces derniers temps, mais en Europe, ce n'est pas le cas. On voit une faillite des États qui sont en train de partir, et en plus, ils s'en rendent pas compte, et ils n'en parlent pas. Ces gens, tout va bien. Mais alors que tu vois bien qu'ils ont plus d'argent, que les intérêts de leurs dettes coûtent. C'est le premier budget de dépenses des États en Europe, en Angleterre, en France, que dans les rues, l'insécurité explose. Ça devient n'importe quoi. C'est la rue barbare, c'est la sauvagerie, c'est ce qu'on avait dit. mhm, Et que personne ne prend en charge le problème. Et en gros, ils disent, non, mais les Russes, méchants, ils vont nous attaquer. mhm. Et comment ça se passe aux États-Unis par rapport à ça? C'est le même phénomène? Pareil, c'est absolument pareil, c'est exactement le même phénomène. Ben, c'est pour ça que je disais, toi, je pense que toi comme moi, on est sur la même page depuis pas mal de temps, mais qu'on est en train de vivre effectivement cette décadence d'un côté, et puis cet effondrement, cette dégénérescence même d'un côté, et puis cet effondrement lent, c'est la grenouille c'est la grenouille dans la casserole avec l'eau chaude. Et c'est pareil aux États-Unis. Alors je reviens effectivement de San Francisco, qui est une ville quand même bon, absolument extraordinaire que tu connais bien. Mhm. Et alors, il y a 10 ans, j'étais déjà allé à San Francisco. On y va assez régulièrement, mais il y a 10 ans, par exemple, San Francisco était devenu une décharge, une poubelle à ciel ouvert. Euh, absolument, absolument incroyable le taux de pauvreté, le taux de de drogue, la quantité de drogue et de drogués dans les rues, enfin bref, un carnage, un truc absolument, j'ai jamais vu ça, moi, absolument hallucinant. Et là, alors ce qui est intéressant, c'est que depuis la chaussée est mal cuite, donc ils ont tout nettoyé. Alors il n'y a plus de tentes dans les rues, il n'y a plus que les trois quatre clodos qu'on a toujours de toute façon dans les grandes villes du monde. Euh, mais par contre, ce qui est fascinant, c'est que je dirais, vraiment sans exagérer, je pense que je pourrais aller plus haut, mais 50% des magasins et des immeubles à San Francisco sont vides. C'est-à-dire qu'il y a eu un exode massif. Alors, un exode dû à l'insécurité d'abord, parce que, comme tu le sais, en Californie, si c'est en dessous de 2000 $ de dommages de dommages, tu ne vas pas en prison. Ils peuvent rien faire. Donc, les mecs rentraient dans les magasins à 30. Ils prenaient tout ce qu'il y avait à prendre dans les magasins, ils ressortaient, et puis c'était un. Alors, ce qui s'est passé, même le district Tenderloin, qui était très connu pour être vraiment très très dur, et ça reste encore un peu chelou, hein, le Tenderloin, mais même là, c'est complètement nettoyé. Mais par contre, 50%, et franchement, je suis gentil, je pense que c'est 70%, non seulement des boutiques à même la rue, mais les immeubles entiers au-dessus où avant il y avait des bureaux, les mecs bossaient et ainsi de suite, tout est vide, vidé.
Et les 30 à 50% de magasins qui restent, ils ont tous des keufs à l'entrée, armés, calibrés. Et donc, ça donne une atmosphère assez bizarre, en fait, pour San Francisco. Et ce qui est très étrange, c'est que, donc, et c'est un petit peu comme ça partout aux États-Unis, même dans ma petite ville, c'est le cas maintenant. Mais tu sais, tu es dans un espèce de climat où tu ne sais pas si tu es en train de vivre l'effondrement, c'est-à-dire que ça s'est déjà effondré et qu'on est dans un truc hyper post-apocalyptique, ou alors si demain, ça va être le futur ultra moderne, parce qu'à San Francisco, tu sais, maintenant, on a les taxis sans conducteur que j'ai pris, c'est absolument hallucinant. Mais donc, tu sais, tu te balades en voiture sans conducteur, donc tu es à l'arrière d'une bagnole et la voiture conduit toute seule. Et en même temps, tu as 70% des boutiques qui sont fermées. Il n'y a plus personne dans les rues. Les boutiques qui restent, il y a des keufs, des mecs armés partout. C'est vraiment bizarre. Et de cette grande ville à notre petite ville à nous, c'est pareil. Il y a un effondrement économique absolument incroyable aux États-Unis. On est devenu un tiers-monde. Je ne sais même pas comment j'arrive à faire ce live avec toi sur Zoom parce que les connexions, tout est nul à chier. T'as vraiment l'impression qu'on est au Mexique, mais au Mexique, il y a 50 ans. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tous les Mexicains viennent ici, ça leur rappelle leur enfance, toi. Mais Ça, je vois que des fois la connexion a l'air de. Mais bon, je pense que ça va. ça tient pour le moment. Mais donc, oui, on vit un effondrement absolument catastrophique. On a des gens qui vivent dans des tentes et leurs bagnoles, un segment de la population qui est maintenant énorme. On a un C'est énorme problème de dégénérescence, dégénérescence par rapport à la drogue, par rapport à des trucs chelous. Euh, c'est euh, Donc alors, je sais que tout le monde. c'est pire que la crise qu'on avait connue, hein, que j'en avais bien vu aux États-Unis de 2008 à 2010. Alors, c'est différent parce que la crise de 2008, on avait pu l'identifier. Il y avait eu voilà, des subprimes, les gens ont perdu leur maison, ils se sont retrouvés sur des crédits upside down, Mhm. et donc tout le monde s'est retrouvé à la rue. Mais c'était absolument catastrophique. Moi, c'est quand je suis parti de Los Angeles parce que Los Angeles était devenu invivable. Mais là, on pouvait identifier la problématique, on savait d'où ça venait, on savait ce qu'on avait fait, on savait pourquoi on avait merdé. Tout le monde s'est gavé pendant des années et des années à acheter des maisons et des voitures neuves tous les 6 mois. Bon, bah voilà, on s'est pris la bulle dans la gueule et on s'est ratatiné. Là, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Et alors, il y a eu l'épisode Chaussures et mal cuites où on s'est tous bien fait enculer hein, quand même. Alors, effectivement, ça a participé, mais je te dis, depuis la chaussure est mal cuite, on est dans un climat, et tout le monde en parle autour de nous, tous les Américains le conscientisent. On ne sait pas si on vit dans le luxe absolu avec nos ordinateurs, nos téléphones et nos bagnoles, ou on vit en fait l'apocalypse, mais on ne le sait pas encore. Il y a des clochards partout, des mecs qui vivent dans leurs bagnoles partout, tout le monde est drogué. Enfin, je veux dire, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est un sentiment et un climat absolument bizarre. Alors, je sais que maintenant, il y a eu le retour de pédale. On s'est tapé quand même du Biden là pendant des années. C'était absolument l'enfer. Et là, maintenant, on a l'équipe Trump, Musk et Gaba, Kennedy. Kennedy, enfin Kennedy. toute une équipe. Il y a des Toute une bons dans équipe. Il y a des très bons dans cette équipe. Le problème, je te dirais, c'est que maintenant, ils essayent de faire tellement de changements que, en fait, c'est trop, quoi. C'est trop. Les mecs, ils sont en train de tout raser, de tout chambouler. Et en fait, on commence à perdre pied. Hmm. Je pense que les Américains commencent à perdre pied en se disant, c'est soit on se prend du Biden qu'on connaît, on connaît comment ça fonctionne, mais c'est vraiment de la merde et on commence voilà, à payer nos factures d'électricité au lieu de ce soit 100 balles, c'était 300 balles et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc on peut plus et ça, on continue de s'effondrer et puis on atterrit à vivre dans une bagnole. Soit on est sur l'équipe Trump en ce moment
et c'est le raz-de-marée de... Alors, on se prend Elon à la télé tous les soirs, beaucoup trop de Elon, beaucoup trop, mais euh, là, on commence à vraiment perdre pied. Je De pense toute façon, qu'ils ne penses-tu pas qu'ils ont peur de faire, tu sais, comme on dit, too little, too late, trop peu, trop tard, et qu'ils essaient de faire vite et beaucoup parce qu'ils évident, savent que la c'est évident. situation, elle est catastrophique. Ils ont 2 ans. Ok, dans 2 ans, c'est les élections, c'est les réélections, et donc il y a grande chance, si on regarde l'historique américain par rapport aux élections, tous les 2 ans, en fait, ça change. Et donc, ils ont peur que dans 2 ans, Trump n'ait plus le pouvoir total de faire ce qu'il veut. Et donc, effectivement, ils essayent de tout changer, mais tout, de tout changer en 2 ans, en 24 mois. Ce qui en politique est absolument du jamais vu, c'est incroyable. Alors, il y a du positif, c'est certain. Mais je te dis, on perd pied, on perd pied. On est dans un raz-de-marée. On s'est pris 4 ans de vomi total avec Biden. Et là, on se prend un raz-de-marée de trucs, de changements. Donc C'est c'est vraiment, déstabilisant. C'est c'est déstabilisant pour les extrêmement gens. déstabilisant. Mm, mm. Extrêmement déstabilisant. Ouais. Et je te dirais que à l'échelle, nous, du petit peuple, euh, alors il y a des trucs qui ont un petit peu changé. Mais là, ça tombe bien, j'ai fait mes factures hier parce que c'était le début du mois. J'ai même dit à Madame West, j'ai envie d'aller vivre dans une voiture, en fait. J'ai plus envie, si tu veux, Mm. de payer comme ça. Notre assurance médicale, maintenant, c'est 1850 balles par mois La pour nous deux. vache. Alors que C'est le je prix de vais te la donner Suisse. C'est le prix suisse. ouais, je vais te donner un exemple. Il y a 10 ans, on payait 500 balles. Ouais. Et Et on je est suppose passé que de c'est quand même 500 à 1800. c'est une bonne couverture, mais c'est devenu très cher. Et c'est la couverture minimale, hein. Ah, c'est le Euh, minimum. Putain. C'est plus cher c'est qu'en la, Suisse. c'est la couverture minimale. On est sur vraiment le truc de prolo. De Tu sais, fuck. arrives à l'hôpital, c'est à peine s'ils te foutent pas une baffe. Ouais, Ah non, Donc, ok. Waouh. ouais. Et les prix au supermarché, ça, c'est toujours le triple. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, pour le moment, en plus, si tu veux, à l'échelle du petit peuple, qu'on soit Trumpiste ou pas, toi, euh, à l'échelle du petit peuple, surtout pour nous, la classe moyenne, on est absolument, on est absolument trucidé. Je te dis, on disait hier, viens, on vend tout, on vit dans une voiture. C'est plus possible. Mhm. Euh, donc, tu peux pas ramener de l'argent comme ça et puis tout d'un coup tout donner. Enfin, je veux dire, c'est complètement hallucinant, complètement hallucinant. Et en même temps, je te dis, on vit dans le tiers monde. Il y a rien qui fonctionne. Les routes, c'est de la merde. Internet, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, tout est de la merde. C'est le tiers monde. Donc c'est vraiment c'est une dichotomie vraiment très étrange à intégrer à l'échelle du psyché Mhm. humain, toi. Et c'est pour ça que on en revient à Rue Barbare, et c'est pour ça que on dit quand tout est en ébullition comme ça autour de nous, parce que moi j'ai quand même toujours l'impression d'exister sur un volcan, hein, à tout moment ça peut péter, mais quand tout est en ébullition comme ça et que c'est tellement que c'est vraiment schizophrène et désagréable autour de nous, bon, ben, il reste quand même la solution du monastère ou de la base autonome durable et de se repencher sur des choses qui ont du sens, comme par exemple la production alimentaire, on en parle dans Rue Barbare, le retour à la cuisine, on en parle dans Rue Barbare, et puis bien évidemment des stratégies de résilience énergétique, des stratégies de résilience économique. Oui. Là, tu es beaucoup plus fort que moi sur le sujet. Ouais, bah, Euh, c'est pas mal. Je te fais un peu de pub parce que j'ai un de tes couteaux dans la pièce à côté, là. ah, Station 9, tu as créé, tu dis, et c'est vraiment très important, on le dit depuis 15 ans, être acteur de son propre bien-être, ça veut dire aussi peut-être développer des revenus annexes, des revenus passifs ou actifs, ça dépend,
parce qu'il faut se débrouiller, parce qu'on ne peut pas être dépendant que d'un job qui peut disparaître du jour au lendemain parce qu'on décide de l'envoyer en Birmanie, parce qu'après le tremblement de terre, ils seront encore moins chers et donc on peut aller faire des usines là-bas sur Mm. les débris. Et toi, tu as monté cette station neuve où tu vends notamment des couteaux qui sont excellents, de très bonne qualité, qui sont très demandés par les forces spéciales en France et ailleurs. Donc, allez voir Station Neuve, on mettra les liens dessous, en dessous, bien sûr. Mais c'est aussi, ça fait partie, c'est pas juste j'aime bien faire des couteaux. Ça fait partie aussi ce que je comprends, tu me corrigeras si je me trompe, mais qui fait partie d'un contexte de j'ai besoin d'avoir plusieurs revenus parce que la vie est chère, parce qu'il faut ne pas être Mhm. dépendant d'un seul métier, peut-être, d'un seul job. Toi, tu as un métier qui est éternel. Je veux dire, tu sais fabriquer des choses avec tes mains, c'est incroyable, mais peut-être que ça suffit pas. Et donc, voilà, on essaye de se débrouiller, mais avec une logique, avec, pas par le Bien sûr. hasard. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. J'ai toujours dit que pour moi, la dynamique économique nous était enseignée, surtout pour nous les Européens, nous était enseignée comme de la monoculture, c'est-à-dire qu'on apprenait un métier, un travail qu'on fait pendant 42 ans pour toucher une retraite. Et donc, on est sur de la monoculture économique. En fait, on a un seul métier, on sait faire qu'une seule chose et on vit de ça toutes nos vies. Et j'ai toujours dit que pour moi, ce qui était plus intéressant, c'est de faire de la polyculture économique. Et donc de ne pas effectivement avoir qu'un seul métier, de savoir faire deux, trois choses, de mettre en place deux, trois choses. On a notre voisine ici, très intéressante, qui a, ça se fait beaucoup aux États-Unis, je ne sais pas si ça se fait en Europe, mais elle a acheté cinq ou six bagnoles et elle loue les voitures en fait. Et vu qu'on est Mm. sur un truc touristique, Mm. donc elle a un revenu assez fantastique en fait, juste en louant des bagnoles, toi. Donc c'est cet esprit d'entrepreneuriat et cet esprit de polyculture économique qui me paraît très intéressante. Maintenant, je suis totalement honnête et sincère en disant que je pense que je peux le faire encore parce que je suis aux US. Mais je pense que, par exemple, en France, c'est extrêmement compliqué de devenir entrepreneur, extrêmement compliqué de faire de la polyculture économique parce que malheureusement, l'État est derrière et c'est la sanction. Ouais. Euh, Moi je le dis toujours, parce que j'ai connu, grâce à ce travail d'écrivain et de conseil et de me balader à travers toute la France pour rencontrer des gens, j'ai pu rencontrer énormément d'auto-entrepreneurs ou de gens qui ont des toutes petites entreprises et qui en mm, fait, alors il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui se lancent et qui sont massacrés par la bureaucratie. Ils t'envoient les impôts avant même que tu aies des revenus. Enfin, c'est des trucs mm, dingues. Et te font mhm. remplir les formulaires, tu deviens fou. Mais il y a ceux qui sont malins et qui se font en général assister par des avocats qui connaissent bien ou des fiduciaires, des comptables qui connaissent bien la loi et qui arrivent, parce que quand tu as une bureaucratie immense, tu as énormément de dysfonctionnements et de failles dans lesquelles bah, les avocats et les comptables de talent arrivent à te faire, à te mettre à l'intérieur et Mhm. à toucher des subventions, des machins, des trucs qui font que, tu vois, si tu es bien assisté, si tu es malin ou assisté par des gens malins, tu arrives à trouver une petite niche écologique comme dans la nature et tu utilises les inefficacités de la bureaucratie pour peut-être payer moins d'impôts, faire le truc. Mais cela dit, c'est fou parce que toi, tu te dis, par exemple, je suis menuisier ou je suis plombier ou j'ai une idée de service. Tu devrais pas. Alors, dans un pays, dans une dictature horrible comme la Russie, tu vois, tu arrives là-bas, ils te disent, fais ce que tu veux, tu viens nous voir dans 5 ans quand tu auras réussi. On veut pas savoir ce que tu fais. Vas-y, monte ta boîte, fais ton truc, Mm. tu signes ici. La bureaucratie dans 5 ans. Et 5 ans après, ils viennent te voir en disant, bon, est-ce que tu as gagné de l'argent? Est-ce que tu nous dois des impôts, etc. Mais ils veulent pas se faire chier avec toi pendant 5 ans. Parce qu'ils savent que les 5 premières années, il y a de fortes chances que tu vas te planter et donc, ils veulent pas perdre du temps. Parce ils ont plus la bureaucratie qu'il y avait il y a 30 ans. Et tant mieux. Et donc, tu vois, l'entrepreneur, lui, il a envie de bouger, il a envie de voir des clients, il a envie de fabriquer quelque chose. Et là, tu dois aller voir d'abord un comptable, ensuite un avocat qui va t'expliquer comment truander. Tu vois, même moralement, même psychiquement, tu commences avec une... Tu es obligé de trouver l'arnaque dans le système. C'est très Et pénible. ouais.
C'est extrêmement fatigant. Moi, j'ai halluciné quand on a ouvert Station 9. Donc, on a deux succursales, une aux États-Unis, une en France. Pour ouvrir Station 9 aux États-Unis, ça m'a littéralement pris, allez, 7 minutes. Voilà, c'est fait. J'ai totalement halluciné l'énormité de l'administratif et de l'administration française par rapport à l'entrepreneuriat. Et effectivement, de toute façon, voilà, on se fait totalement assassiner. C'est la sanction immédiate. Tu n'as même pas encore entré de pognon que tu leur en dois. Et de toute façon, effectivement, comme tu dis, c'est un terrain ultra fertile pour effectivement essayer d'enculer à chaque fois le. Alors, vu qu'on t'encule, il faut que t'encules. C'est ça. C'est ça. Moi, je trouve ça hyper Complètement fatigant. Mais d'accord. donc, tout ça pour dire qu'effectivement, ouais, si tu as du pognon un peu en avance et que tu t'y connais un peu, effectivement, faut engager des avocats, des comptables, des machins, des bordels pour essayer de trouver les failles. Mais pour quelqu'un qui veut faire son petit Denis, qui a une estafette et qui veut aller chez les gens avec son estafette pour remplacer des lavabos et des trinques de rideaux, il va pas s'enfoncer dans un truc délirant avec des avocats, des comptables et tout. Et en fait, ouais, il va juste se faire niquer comme tout le monde. Il Ou va alors le tu bosses au faire, black. Ou alors tu tu bosses bloques au black. dans l'illégalité totale, ce que font Exactement. énormément de gens d'ailleurs, parce Bah, qu'ils tout viennent à de fait. pays où ça se fait, et ils se démerdent en fait. Mais Et, ça donne une très mauvaise ambiance, tout ça. C'est vrai. mais c'est évident, c'est parce que ça donne pas une ambiance de durabilité. Et puis, c'est surtout que ça mine le moral. Et moi, je sais que j'ai beaucoup poussé ces 15 dernières années à l'entrepreneuriat et à l'estafette, Petit Denis et tout le bordel, tout en sachant que je reçois des messages tout le temps de mecs qui me disent, ouais, moi, laisse tomber, j'ai abandonné, je suis retourné dans le salariat, c'est beaucoup plus facile. Et donc, malheureusement, le système nous mate et on doit se plonger dans le salariat et on est beaucoup plus facile à contrôler quand on est dans le salariat. Et en fait, on a de plus en plus des populations européennes qui sont effectivement contrôlées, qu'on peut taxer, qu'on peut abuser. Il n'y a pas d'électrons libres comme il peut y avoir dans d'autres pays, où en tout cas c'est beaucoup plus difficile. Ouais, ouais, Mais ça, c'est la on- on- réalité. Comme on disait, de toute façon, c'est l'effondrement de nos sociétés qui font que, effectivement, les sociétés nous dirigent vers l'urbanisation et nous dirigent vers le salariat. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Oui, alors malheureusement, enfin, c'est terrible. Et en plus, dans un contexte où justement il y a appauvrissement, il y a bientôt le frigo qui se vide de plus en plus. Mm. Et c'est vrai que l'attitude, les gens qui ont quitté l'Europe pour aller aux États-Unis, c'était ceux qui en avaient marre d'être baisés par les nobles et et par Mm. les tyrannies et les rois. Donc ils partaient aux États-Unis pour se friter avec les Indiens, prendre de la terre et puis se démerder. Donc il y a un côté plus démerde et plus agressif. Alors que ceux qui sont restés en Europe, ils ne pouvaient pas, ils ne savaient pas se démerder, donc en moyenne, hein. Et donc, il y a un côté plus passif. Et puis, il y a beaucoup de mecs couillus en Europe qui sont morts pendant deux grosses guerres mondiales, hein. Ouais, Ça a vachement déchiré la structure sociale. Tous les mecs c'est qui en évident. avaient deux paires bien lourdes, qui tuaient des couilles, comme on dit, ils sont plus là. En tout cas, une grande partie, ils sont rentrés fracassés, quoi. Et donc, on est mal parce que, alors, dans ce contexte-là, un kit, pourquoi faire et qu'est-ce qu'on met dedans, alors, selon toi? Bah, je pense que le premier truc du kit, c'est le mental. C'est comment regarder les choses, comment s'adapter, comment ne pas se faire justement assassiner par les taxes, assassiner par le système, assassiner par l'esprit et le climat ambiant, résister, devenir plus résilient. Toutes ces choses-là, je pense que c'est des trucs qu'on ne peut pas mettre dans une brouette, qu'on ne peut pas mettre dans un sac à dos. 30% des hommes et 40% des femmes en France prennent des antidépresseurs. Ouais, je crois que c'est le taux le plus élevé au monde. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Je m'étonne qu'ils ne se révoltent pas. Ouais. Ça, c'est un autre sujet, mais C'est ce que tu dis, c'est le mental. ouais. Il y a un gros problème. Moi, c'est quelque chose, j'essaye d'en parler vraiment avec des pincettes pour pas faire trop de mal et de vagues.
mais le psyché français, surtout, parce que je connais pas, toi, je connais pas les Suisses. Vous, vous êtes vraiment à part. Vous avez un psyché. Tous les Suisses que j'ai rencontrés, vous êtes vraiment décalés en fait par rapport à nous. C'est vrai. Mais le psyché français a été totalement assassiné. Tu parlais des deux grandes guerres. Je pense que ça a commencé avec la Première Guerre mondiale de toute façon, où on nous a totalement maté et assassiné l'héritage français du panache et de la virilité tel qu'on le connaissait en France. La Seconde Guerre n'a fait que achever ça, surtout avec ce qui s'est passé avec l'Angleterre, le machin, les bordels, les deals. Tu sais mieux que moi. Mais je pense qu'effectivement, petit à petit, on s'est fait écrabouiller. On s'est fait écrabouiller. Et donc, je pense que le premier truc à mettre dans le kit, c'est un mental. Alors, il faut le reconstruire, ce qui n'est pas évident parce que tu le reconstruis sur quelle base? Il n'y a pas vraiment, tu sais, il n'y a pas vraiment de méthode ou de manuel comment reconstruire son mental. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est quelque chose de très fragile, de très délicat, de très subtil, de très complexe. Donc, il ne faut pas non plus, toi, parce qu'il y a des pistes, mais il y a des pistes qui sont parfois trop vulgaires ou trop brutales. Euh, et donc, tu sais, tu peux pas passer français trottinette 5 semaines de vacances à Sparte. Tu vois ce que je veux dire? Le grand Ouais, écart, ça va être dur, ouais. l'écart est Ouais. trop. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, il faut petit à petit recommencer à reconstruire ce terrain psychologique. Et je pense que ça passe par des petites choses, et on en parle depuis 15 ans, ne serait-ce que poser des questions, ne serait-ce que se demander si ce qu'on est en train de faire, c'est propice au développement personnel ou pas. Euh, il y a des choix à faire, des décisions que je mettrai dans le kit. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le renforcement du mental, la résilience psychologique, émotionnelle. Tout est L'entretien de devenu son hyper corps. émotionnel maintenant en plus. Tu Ouais. vois. Il y a l'entretien de son corps, tu en parles depuis des années maintenant, et on voit d'ailleurs le résultat. J'espère que ça se voit aussi chez moi. Mais enfin, Ouais. ce travail sur le corps, de reprendre le contrôle, et c'est vachement dur parce que là aussi, autant dans le mental, et d'ailleurs, je te fais la petite anecdote, l'autre jour, quand je suis sorti de l'hôpital, enfin, donc tu passes une nuit à l'hôpital, et le soir avant, ils te prennent des cachets parce que c'est des antidouleurs, des anti-inflammatoires, tout ça. Et putain, j'ai super bien dormi. Et le matin, quand le tout baby passe, il dit, mais j'ai super. Vous m'avez donné quoi hier soir? Il dit, ah, alors antidépresseur, anti-truc. Je dis, quoi? Ouais. Vous m'avez donné un antidépresseur. Ah bah ouais, comme ça, vous avez bien dormi. Ah ouais, j'ai bien dormi, mais putain, tu pourrais me le dire avant parce que moi, j'ai pas envie de prendre ces merdes. Et Ouais. ah, mais c'est pas grave, un de temps en temps. Bon, je dis, vous me faites une prescription, je vais prendre un paquet, je le mets de côté, ça pourrait servir. Mais, Ouais. tu vois, si tu chopes des gens, tu... Ah Bon. ouais, pour Et, endormir l'ennemi. exactement. Mais tu vois, donc en fait, c'est pervasif. T'as ton gosse qui fait le con à l'école parce que c'est un garçon. Genre, ouais, bon, il s'est battu, c'est machin, alors cellule Il psychologique, y est, truc, tu tout dis. ça. Et puis ils disent, ouais, on devrait le mettre sous Ritaline ou un truc comme ça. Je lui dis, mais ça va ou quoi? Entre ça et les vaccins, putain, arrête tes conneries. Ouais. Tu veux nous buter, en fait. Tu veux nous soumettre, tu veux nous rendre dociles. Et, Ouais. et c'est vrai que le mental, le physique, si t'as pas ça, ouais, c'est bien d'avoir un pack de 6 bouteilles d'eau à la maison, c'est bien d'avoir des raviolis en boîte, mais tu vas stresser à mort. Et même puisqu'on nous accuse toujours d'être des fous des armes, ok, tu t'achètes ton Glock, tu t'achètes ton fusil de chasse, tu as ton permis, tout ça, tu es très bien. Et le jour où tu as une situation où tu es en légitime défense parce qu'il y a un vrai danger, t'as pas le mental et t'as pas le physique pour, bah tu vas te le faire voler tu vas te le faire voler ton flingue. Et, Non, mais et tu vois, donc c'est, c'est évident. C'est ce que je dis toujours. Voilà, il y a un incendie en France toutes les 90 secondes. Est-ce que tu peux prendre ta grand-mère ou ton gosse de 6 ans dans les bras et descendre 8 étages à pied eh ouais. sans nous faire un AVC ou une crise cardiaque? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On ne te demande C'est ce pas que je dis d'être à un mes gosses Olympien. maintenant. Je dis, est-ce que tu serais capable de me porter dans les escaliers? Et ils disent, je vais te faire enculer, on ne te porte pas. On le jette par la fenêtre. Euh, Exactement.
Mais effectivement, voilà, le premier truc pour moi, ce serait la reconstruction du mental. Alors, on pourrait en parler pendant des heures. Je te dis, il y a pas mal de pistes, mais il y a des pistes vraiment parfois bizarres. Ouais. Le deuxième, effectivement, c'est le physique, parce que bah, sans le physique, voilà, en survie, on le sait, courir, sauter, enfin, on revient aux lois de la jungle, hein, courir, sauter, grimper, escalader, pousser, tirer, nager, euh, voilà, Et les deux sont imbriqués totalement en plus, le mental et le physique. totalement. Totalement. C'est beaucoup plus difficile d'avoir du mental quand t'as pas le physique. Et c'est beaucoup plus difficile d'avoir du physique quand t'as pas le mental. Donc, Et on a, et autant dans le physique, dans le mental, on est attaqué par la pourriture ambiante, par la morosité, par, comme tu dis, ce côté déstabilisant quotidien, que l'on ne comprend pas où on va, on n'a pas de vision d'avenir. Autant dans le physique, et ça, c'est ce que le nouveau, la Kennedy, il est en train de mettre le spotlight dessus, on est attaqué, et notre ami Lartigot, il en parle aussi dans ses bouquins, on est attaqué depuis des décennies par une bouffe. Et je me suis rendu compte que j'avais un problème de poids pendant longtemps. Peut-être que je l'ai toujours, mais je me suis rendu compte que même si tu bouffes peu, ça dépend de ce que tu manges. Parce qu'ils te mettent des perturbateurs endocriniens, des conservateurs. Enfin, on le sait, toute cette merde qu'il y a dans la nourriture, surtout celle qui est transformée. Et c'est pour ça hmm, qu'il vaut mieux fabriquer sa propre, faire pousser sa propre nourriture dans son jardin, ses propres poules, ses propres trucs. Si on peut, c'est du boulot, mais si on peut, eh bien, ça te lutte contre toi. Et eux, ils ont des milliards de marketing. Chaque fois que je me balade en ville, je vois des pubs de trucs super bons. Je vois des pubs de putain de cheeseburgers dégoulinants de graisse avec du bacon. Ensuite, je vois une pizzeria où tu as une photo d'une super pizza avec la mozzarella qui coule, qui est dégoulinante, qui est super bonne. Et toi, ça te rappelle les trucs de ton enfance. Et c'est sans arrêt, ils jouent là-dessus, ils jouent là-dessus. Et putain, moi, je commence à flipper à aller en ville. Quand je dois descendre en ville, je me dis, putain, je fais ma liste. Alors attention, ne pas manger ceci, ne pas faire. Parce que je sais bien que ça devient super dur. Alors tu peux changer tes habitudes, ça prend du temps, mais putain, la vache, c'est you against the world, c'est toi contre le monde entier. Hein. Et tous tes potes, ils disent, mais viens, on va se faire une fondue, on va se faire un truc, on va manger un. Et c'est super dur. Non, mais c'est évident. C'est évident. Et encore, vous êtes privilégié en Europe parce que vous avez pas mal de réglementations. On n'a pas les corn dogs. On n'a pas ici. Ouais, les corn dogs, les Ritz crackers, enfin bref, tous les trucs vraiment hyper ultra merdiques. De toute façon, c'est la guerre, hein. La bouffe, ça fait maintenant, on le sait. Et effectivement, là, c'était pour ça que c'était aussi intéressant que Trump devienne président parce qu'il était couplé justement avec Kennedy. Mhm. Euh, Même si c'était un héroïnomane et que c'est devenu le, le ministre de la Santé. Bref, Il a appris de ses erreurs. C'est bien. ouais. Mais c'est la guerre totale. C'est la guerre totale, c'est la guerre psychologique, émotionnelle, c'est la guerre, bien évidemment, à l'échelle de la nourriture, c'est incroyable. Ah, est-ce qu'on est toujours en ligne? Et donc, demander à reproduire à la prière, évidemment. Ouais, C'est un petit je peu t'ai coupé, mais perdu. je pense que c'est bon. Ok. Ouais, il me dit que je suis instable. Il me dit. Tu vois, c'est à cause de Musk. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce qu'on vient de dire le mot Kennedy, c'est pour ça. Mais donc, comme on dit je disais, comme on en parle dans Rue Barbare, le retour à la cuisine, le retour à la production, bien évidemment, alimentaire, le retour à la préservation de nos aliments, et puis surtout le retour à la cuisine, le retour à faire à manger soi-même. C'est vraiment ultra important. On vit, surtout quand on est urbanisé, on vit voilà, dans des endroits où on peut acheter des trucs tout faits à manger H24. Donc tout ça, c'est énorme. Donc un, le mental, deux, le physique, trois, c'est notre premier chapitre dans Rue Barbare, mais c'est partir des villes. Il faut se barrer. Ouais, C'est là où il y a toute la merde. ouais, ouais. Parce qu'en cas de problème, c'est beaucoup de gens, manque d'approvisionnement. On l'a vécu Ouais, pendant, puis c'est pas pendant la ça. crise de 2020. On a frôlé, d'ailleurs, on l'a largement dépassé dans certains domaines. On trouvait plus de pièces de rechange pour les vélos, pour les voitures. Les médicaments, ils étaient en rupture de stock partout. On a frôlé une rupture des chaînes d'approvisionnement assez importante, puisque cette crise a touché le monde entier simultanément.
Alors que, tu vois, en 2008, il y avait une crise des subprimes aux États-Unis, il y a eu un impact économique en Europe, certainement financier, mais la Chine, elle en avait rien à battre, elle continuait à produire et les bateaux tournaient. Là, Ouais, les Chinois, ils bossaient plus. Nous, on bossait plus. Les Américains, ils bossaient plus. Bon, il y a personne qui bosse. Alors, le dernier bateau qui était parti avant la crise, une fois qu'il est arrivé, qu'il a livré sa cargaison de freins, d'aspirine, de tout ce que tu veux, bah après, avant qu'il recommence à bosser, qu'il remette sur un bateau et que le bateau arrive, il y a un gap. Et pendant ce gap, ouais, c'est pour ça que ouais, tout le monde, instinctivement, est allé se ruer. Alors, c'était évidemment presque caricatural. Tout le monde s'est rué sur les papiers chiottes, comme quoi, tu vois, dans ta pyramide de Maslow, tu as, ouais, ouais, le Wi-Fi, puis en dessous, tu as encore le papier de chiottes. ouais. Tu vois, tu as eu des réflexes Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'était facile de se moquer en disant, ah, regarde, ouais, mais parce que toi, tu en as du papier toilette. Mais Mm. comment tu vis Non, sans non, papier non, toilette? Alors, tu peux vivre, bien sûr, sans papier toilette, mais c'est intéressant de dire quand tu as ce qu'on appelle, et ce que toi t'appelles depuis le tout début, une perte de normalité, quand ça te touche vraiment, là, tu as un oh shit moment, tu as un moment de dire, ah merde, ah ouais, j'ai vraiment besoin de ça, de ça, de ça. Et moi, je l'ai testé en faisant une évacuation le jour du confinement, sur 2 jours en fait, parce qu'en en fait, il s'est rien passé, mais j'ai fait 2 allers-retours, une fois avec le matos, une fois avec les gosses, je sais plus si c'était dans cet ordre-là, mais Mhm. et en fait, j'ai noté toutes tes conneries et les erreurs. Parce que Mhm. là, il n'y avait pas de gang de bikers qui me pourchassaient, qui me tiraient dessus. C'était tranquille. Mhm. Ouais, ouais. Et tu te dis, ah ouais, si tu rajoutes qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui marche pas, c'était un bon entraînement. Et cette expérience qu'on avait déjà, on essaye de la passer. Mais malheureusement, moi, j'ai encore beaucoup de... Là, j'ai évidemment des journalistes qui commencent à téléphoner pour parler de qu'est-ce que vous pensez de kit de Macron, etc. Bon, en général, je les envoie chier. Mais généralement, je les vois parler de quand ils te joignent, ils te disent, mais alors est-ce qu'il faut apprendre à faire une cabane dans la forêt? Donc tout de suite, alors comme il n'y a pas de bunker, ils ont compris qu'il n'y a pas de bunker et tout ça, Mhm. ils essaient de t'amener sur le terrain du bushcraft. Ouais. On va peut-être Ça, c'est la grande obsession. ouais. Alors toi, comme moi, enfin, mais toi encore plus, tu es dans un endroit où tu aimes bien faire des balades dans la forêt, de tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire un mot sur la feuille sur le zizi, sur le bushcraft? Qu'est-ce que tu penses de cette toute petite niche, en fait? Je sais qu'on a la même Ben, idée. Vas-y. je pense que à la base, de toute façon, il y a une fascination pour le milieu naturel et la survie en milieu naturel parce que c'est voilà, c'est notre passé Oonga Boonga qui fait qu'on a un lien direct avec ce bordel. Deux, je pense que ça touche quand même beaucoup les jeunes mâles parce que je pense qu'on vit dans des sociétés tellement cérébrales, si tu veux, que le week-end, bon, faut aller se rouler sous les fougères. Sinon, on a du mal à tenir. Je pense qu'il y a quand même voilà, une fascination oonga-boongaesque du milieu naturel. Et puis après, il y a un besoin, je pense, viscéral, interne, probablement subconscient, probablement inconscient, de devoir aller se confronter un petit peu au truc oonga-boonga, voilà, roulade de L'inconfort. fougère. Ouais. Ouais. Et puis voilà, après, c'est vrai que c'est l'univers un petit peu comme ça, roulade de fougère, la feuille sur le zizi, ça a tellement explosé. Là, je pense que c'est quand même en perte de vitesse. Ça redescend un petit peu. Mais on le voit dans toute en fait cette notion de survie que tout d'un coup, tu sais, pour l'humain de base, qui est généralement un humain, là c'est les journalistes, donc ils sont parisiens, hein, voilà, ils habitent pas dans les Vosges, hein. Mais c'est tout de suite de voir, ah putain, merde, va falloir que j'aille me confronter à la nature, construire une cabane, tu vois ce que je veux dire? Trouver un mammouth, lui jeter une pierre lourde sur la tête. On repart dans des délires et des dynamiques un petit peu subconscientes, voilà, un petit peu Capitaine Caverne. Maintenant, la réalité, c'est que personne va aller dans les forêts, hein. Ça va se passer comme ça. Et de toute façon, oui, comme on dit, le partir des villes est important parce que je pense sincèrement que au-delà des ruptures de la normalité, au-delà
des systèmes d'approvisionnement, de cette techno-dépendance absolument incroyable euh, que sont nos villes, je pense que la ville est tout simplement malsaine. Il y a une concentration de bizarreries, de trucs. Dangereux. Je veux dire, c'est Le le, danger vraiment. c'est le cirque Pinder. C'est le cirque Pinder. On vit dans des toutes petites cages, voilà, dans des trucs merdiques. On va bosser comme des cons, on prend le RERB, ça pue la pisse. Ça coûte Enfin, je cher. veux dire, c'est absolument. Alors, est-ce qu'il y a des bons côtés à la ville? Oui, bien évidemment. Il y a des musées fantastiques, des restaurants fantastiques, comme on vient de le voir. Il y a des Plus de médecins. spectacles, des trucs. Voilà, il y a plein de trucs magnifiques, mais y vivre, je pense que c'est un poison à l'échelle psychologique, à l'échelle psychosomatique, à l'échelle émotionnelle, à l'échelle physique, à l'échelle économique, parce qu'en plus de ça, c'est cher. Alors, tu sais, on doit payer cher pour marcher dans la merde et sentir la pisse. Je veux dire, donc, et puis c'est surtout qu'on est totalement dépendant. On ne peut rien produire, on ne peut rien faire de ses 10 doigts, on ne peut pas avoir d'atelier, on ne peut pas souder, on ne peut pas planter des clous, on ne peut pas On peut faire pas venir pousser des avec sa betteraves. fourgonnette. On peut même plus venir avec sa fourgonnette travailler parce que c'est interdit maintenant. Il faut que, Voilà. il faut que ce soit Euh, électrique. Mais attention, pas une Tesla maintenant, c'est fini. Parce que non, ça c'est les nazis. C'est la nazie, oui, ça. alors en revanche, maintenant tu peux. C'est ce que les nazis disent sur Internet, c'est que maintenant tu peux taguer une svastika sur ta Tesla, rouler dans la ville et tu dis on a fait ça ce matin. Putain. Enfin bon, donc tu vois, mais effectivement, moi bon, c'est peut-être aussi l'âge, hein. À 20 ans, je pensais pas comme ça, mais ça devient infernal de descendre, d'aller en ville. Ça devient infernal. J'ai de la peine, je supporte plus. Si je sais que je dois y aller pour 3 jours, je remplis mon réservoir ville à plein. Tu vois ce que je veux dire? Je mange des super croissants, voilà. Je vais au musée, je vais voir des trucs un peu sympas, mais y vivre, c'est absolument impossible. Et je pense que, bien évidemment, c'est toujours pareil, hein. Si j'étais millionnaire ou multimillionnaire et que je pouvais arriver à vivre dans un hôtel particulier dans le 16e arrondissement Ouais, avec bien une cour, sûr. un jardin et une piscine en sous-sol, hein, on est bien d'accord que là, on vit la ville différemment. Ouais. Mais Euh, malheureusement, notre public n'est pas composé que de millionnaires qui ont des jardins sur le toit de leur hôtel non. particulier. Malheureusement, parce qu'on pourrait Mm, augmenter les prix de nos livres et de notre travail, mais malheureusement, et en fait, heureusement, la plupart des gens qui lisent nos livres, d'ailleurs, Rue Barbare, c'est un best-seller, hein, c'est un livre qui a fait beaucoup de succès, sauf en Italie, mais en tout cas, en France, il vend bien. Et c'est un livre qui apporte encore aujourd'hui vraiment tous les gens qui se posent des questions sur c'est quoi ces kits qu'il faut qu'on fasse et comment on peut en faire un kit qui est bien et surtout réfléchir au contexte dans lequel il peut être utile parce qu'il y en a des contextes inutiles, notamment quitter sa ville, l'évacuation, notamment dont on explique les tenants, les aboutissants, notamment dans le fait de, voilà, la crise arrive, la guerre se déclenche, une pandémie, une vraie arrive, et là, mm, pour le coup, tu es vraiment coincé, etc. Qu'est-ce que tu as, de quoi tu as besoin, parce que c'est pas juste une... Alors, on donne une liste dans ce livre, vous pouvez la trouver, mm, mais la question, c'est pas de cocher une liste, c'est de comprendre tes besoins, mais pas que les tiens, ceux de ta famille, ceux de tes enfants, ceux de tes parents, ceux des gens qui sont à ta charge, etc., ou dont tu as les mm, responsabilités. Tu as peut-être des gens mm, malades, ou toi-même, tu as peut-être des gens malades, justement, tu es sous antidépresseur, est-ce que tu en as chez toi? Non, parce que je vais tous les 3 jours à la pharmacie. Ouais, et est-ce que tu sais ce que ça va faire le jour où où tu es en manque? Tout ça, ça va poser problème. Et donc, réfléchir finalement à une stratégie, et ces stratégies, elles te donnent une méthode. Et ça, c'est souvent, si on parlait du bushcraft, moi je dis toujours, le bushcraft, c'est génial. Apprendre à faire, surtout avec les gosses, t'apprends à faire des nœuds, à monter une tente, à faire du feu, à faire plein de trucs. C'est super ludique, c'est super génial, mais ce sont des compétences. Mais si ta stratégie, c'est tu peux utiliser ces compétences si tu en as besoin, mais si ta stratégie c'est en cas de crise, je vais aller dans la forêt pour utiliser ces compétences, putain, c'est une très très mauvaise stratégie. Alors que
Il y en a d'autres plus intéressantes. Et ces kits, moi j'avais trouvé, je te l'avais toujours dit, une série de vidéos que tu avais faites, alors elles sont assez anciennes, mais elles sont géniales. Lorsque tu parles d'évacuation, au lieu de dire, bah, tu prends un sac, tu fous ça, tu fous ça, tu fous ça, tu fous ça, tu avais réfléchi par compartiment, par type de. Et c'est d'ailleurs sur cette philosophie qu'on a fait les fameuses listes qui sont dans Rue Barba à la fin du livre, où tu dis, voilà, bah, il y a l'abri, il y a les vêtements. Moi, je dis toujours, le premier matos dont tu as besoin, c'est tes putains de godasses. Est-ce que tu as des bonnes godasses? Parce que Mhm. tu pars en flip-flop, en tongs, tu vas pas aller très loin. Et surtout dans la neige. Et donc, est-ce qu'on a des compartiments? Et ces compartiments, en fait, c'est du mental, c'est de la réflexion mentale. Parce que si tu as un Mhm. 4x4, si tu as un gros camion, bah, tu peux prendre beaucoup dans chaque compartiment. L'abri, l'eau, la nourriture, etc., la défense. Si tu es à pied ou à vélo, tu as moins de place. Tu as, plus de poids. Ah, tu peux porter moins de poids. Donc, il va falloir réfléchir. Et donc, tu t'adaptes. Mais ça, c'est une réflexion qui est en amont du j'applique la liste du gouvernement tel un abruti. Et si elle est bien, tant mieux. Mais si elle n'est pas bien, tant pis. Alors, bien sûr qu'ils vont te dire de l'eau, une lampe torche, des batteries, peut-être une couverture, de la nourriture pour 48 heures. D'abord, tu n'as pas besoin de nourriture pendant 48 heures. Bon, ça, c'est annexe, mais ça peut te réconforter d'avoir un peu de chocolat, un peu de trucs, ça te fait. Mais dans quel contexte tu vas l'utiliser? Tu vois, c'est cette discussion qu'on a depuis une heure. C'est que si toi, tu n'as pas réfléchi au contexte, d'abord, tu vas paniquer, tu vas dire, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, qui comprend même, par exemple, je ne sais pas en Montana, mais en France, normalement, ça devrait exister. En Suisse, on les a. Mais par exemple, si tu entends des sirènes, d'un coup, il y a des sirènes partout. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que la plupart des gens, ils savent encore ce que ça veut dire et ils savent quelle est la procédure à mettre en place si Mhm. ils veulent bien la mettre en place? Parce que moi, je me méfie que, par exemple, dans le kit suédois et allemand, Mhm. c'est ayez une radio pour écouter les consignes du gouvernement. Moi, les consignes du Mhm. gouvernement, je vais les écouter, mais je vais peut-être pas les appliquer, hein, parce que je suis. Mhm. Veuillez vous rendre dans le camp le plus proche. Non, je ne me rends pas dans le camp le plus proche. Ouais, Montez dans ouais. le train. Non, je ne Mhm. monterai pas dans le train. Non, mais c'est évident que voilà, le, le, le débat qu'on a toujours avec le survivalisme, c'est comment passer d'une liste de matériel qui peut peut-être avoir une influence positive ou pas sur ta survie à une philosophie de vie. Et c'est ça le pas, en fait, qui est difficile, c'est que il y a cette superficialité des kits et du matériel qui peuvent avoir leur grande importance. Moi, j'ai toujours un kit avec moi quand je sors en ville. J'ai toujours un trauma kit, par exemple, si j'arrive sur un accident de la route et ainsi de suite. Donc, j'ai un certain matériel avec moi qui va avec un certain savoir, avec certaines formations. Mais le truc qui fait vraiment toute la différence, c'est de passer à une dynamique de kit à une philosophie de vie. Et la philosophie de vie, c'est là où ça devient compliqué justement pour le gouvernement, parce que tant que ces citoyens sont juste sur des petits kits de merde de 48 heures, il n'y a pas de changement fondamental par rapport au psyché du collectif. Si par contre on passe de cette dynamique de petit kit merdique de 72 heures ou de 48 heures à une philosophie de vie où on se dit, là il se passe plein de choses et c'est la merde, on bouffe de la merde, on paye des taxes de merde, tout est merdique, je veux repartir à la campagne, faire pousser ma propre nourriture, ne plus participer à la chaîne alimentaire traditionnelle, conventionnelle et ainsi de suite. Là, effectivement, on a un citoyen qui est devenu un électron libre. Et c'est beaucoup plus difficile à gouverner un électron libre qu'un pauvre type qui est dans son HLM et puis qui a un petit kit de 48 heures avec sa petite radio de merde, avec ses deux piles à la, tu vois ce que je veux dire, et son paquet de pâtes. C'est tout, c'est comme ça. Donc le kit, oui, peut avoir une importance cruciale, surtout pour moi personnellement, mais un trauma kit, un kit d'évacuation, si je dois évacuer mon domicile pour une raison ou pour une autre, fuite de gaz, incendie, euh, peu importe, effectivement, avoir un minimum de matériel, ça fait toute la différence.
Et après, je pense qu'il faut passer effectivement à l'étape philosophie de vie et abandonner un petit peu cette dynamique de kit pour retrouver des fondations lourdes, des fondations qui sont beaucoup plus tentaculaires et qui sont beaucoup plus impliquées dans notre bien-être que un simple kit de survie qu'on va aller acheter à Monoprix là. Voilà, deux bouteilles d'eau, une lampe électrique et une radio. C'est sûr que si c'est la fin du monde demain matin, ça va être compliqué, quoi. C'est clair. Euh, Où les gens peuvent... Alors, les gens peuvent trouver notre livre qu'on a coécrit, Rue Barbare, très facilement. Je mettrai le lien. Euh, Comment ils peuvent... Alors, tu as un Patreon. Dis-nous un Mhm. petit peu plus. En fait, c'est la même chose pour moi, Ouais, mais vas-y, vends-nous ouais, ton... ouais, non, c'est pareil que pour toi. Patreon, c'est là où je continue mon travail. J'avais un blog pendant des années que je faisais et en fait, j'ai transféré ce blog sur Patreon. Donc, je continue le travail du blog sur Patreon. Je crois que c'est Patreon Le Survivaliste. Et puis, je suis sur Instagram sous Vol Ouest. Et puis c'est tout, on continue le travail. Comme on disait en off, maintenant on est les vieux cons du truc, hein. C'est très Euh, bien qu'il y ait des jeunes, c'est très bien. hmm. Il y a parfois Euh, des bonnes idées qui arrivent, c'est très bien. Parfois, non. mais, Pas bien. mais voilà, comme on disait au début, et je pense qu'on est tous un petit peu dans le même bateau en ce moment, c'est que ouais, c'est un peu craignos, c'est un peu anxiogène, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'arrive pas vraiment à... Il se passe tellement de choses. Euh, C'est pour ça, je vais plugger mon dernier livre, le tome 2 sort maintenant, mais Survivre à la peur. Gérer sa peur, gérer ses émotions, parce qu'effectivement, ça nous prend, ça nous stresse, il joue contre nous avec ça. hmm, Et putain, si tu travailles pas ton mental et si t'es pas capable d'avoir le recul, c'est pas facile, hein. C'est pour ça que c'est 900 pages le premier volume. Parce que c'est pas un truc simple. C'est pas du mhm. développement personnel. C'est respire, zen, tu y crois. Non, non, c'est plus compliqué. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis surtout dans nos sociétés maintenant, là, je vois, toi, j'étais à la gym encore ce matin, j'y vais tous les matins. Tu as tous les mecs et les gonzesses de 20 ans, ils sont sur leur téléphone à la gym. Putain, mais tu as envie de passer, de leur mettre des coups de boule et des putains de low kick. Mais en fait, on s'aperçoit que l'emprise du système sur les jeunes cerveaux, tu sais, nous, on est la dernière génération, je pense qu'on a échappé un peu à ça. Toi, on a notre génération X, on a encore grandi à faire du vélo sans casque. Ouais, on se faisait fouetter par nos grands-pères à coups Ouais, de latte avec quand on les faisait des martinets. conneries. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bon. Donc, on a échappé à cette manipulation systémique et cette emprise que peut avoir le système sur le cerveau humain. Mais là, les générations d'après, ça va être un. Tu sais, c'est cette scène du Matrix quand il se réveille et puis qu'il s'aperçoit qu'il était branché sur un truc. C'est exactement ça, quoi, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je te dis, on a du mal à identifier les problèmes, on a du mal à identifier les ennemis, et puis qu'on se retrouve totalement matrixé là. Et donc sortir de ça, c'est peut-être l'enjeu là du 21e siècle pour les nouvelles générations. C'est déjà avant d'entreprendre cette philosophie de vie, de devenir plus indépendant, plus résilient, base autonome durable et ainsi de suite. Putain, comment tu te déformates, tu te débranches de la matrice euh, Ouais, et, euh, et te reconstruire sur quoi? Toi, c'est pareil, c'est dans le clair. Matrix, il faut il le mette sur branchement pour reconstruire ses muscles. Toi, euh, C'est une belle métaphore. Bah, chapitre 3 du tome 2 de Survivre à la peur, c'est ça, se débarrasser des écrans, savoir se débarrasser de l'emprise des écrans. hmm. Et c'est putain de super dur. Ouais, ouais, et ça veut pas nécessairement dire tout mettre à la poubelle. C'est Ça veut ça, ouais, juste c'est dire ça. être conscient de ce qui se passe, de comment on se fait manipuler, pourquoi on se fait manipuler. Toi, c'est comme là avec le truc en Ukraine. On est tous en train de se faire manipuler, comme on s'est fait manipuler avec la chauve-souris mal cuite.
Donc, Et avant, et avant, et et avant. avant, et avant, et avant, et il y en aura encore, et encore, et encore. Euh, mais le truc, c'est effectivement d'être toujours au contact de cette manipulation, mais de savoir que c'est une manipulation, de la reconnaître, de l'identifier et de pouvoir justement passer à côté et de ne pas se faire happer par toutes ces manipulations de merde. Euh, et ça, c'est extraordinairement difficile. Ouais. Extraordinairement difficile. Mais modestement, je crois que ce mouvement dans lequel on fait partie, qui est très individuel à la base, mais qui crée quand même, vu les ventes des bouquins et les gens qui s'y intéressent, et puis tous les trucs satellitaires, qu'ils aient d'autres termes, d'autres noms. Il y a la version pour filles, la collapsologie, il y a la version pour enfants, bref. Et il y a la version pour attardé, il y a tout ce que tu veux. Mais peu importe, à la limite, c'est pour ça, moi, je suis assez positif. Je me dis, prenons cette communication de l'État qui part Mm. d'un mauvais sentiment, qui part d'une volonté de manipuler, de faire peur. Utilisons-la pour faire un petit pas. Enfin, je dis aux gens qui nous écoutent, faites un petit pas pour devenir acteur de votre vie, de votre indépendance, de votre liberté. C'est pas facile, mais rien que prendre conscience que, ah oui, un jour, il pourrait me manquer des choses et c'est bien un petit peu de les avoir et c'est bien d'avoir les compétences et c'est bien d'avoir plusieurs métiers, plusieurs cordes à son arc, comme on disait à l'époque. Euh, Tout ça, c'est un petit démarrage qui peut commencer par l'achat de sa boîte de conserve ou son papier chiotte. Non, mais t'as raison. T'as raison. Moi, Et au bout d'un je... moment, tu vois, on a tous commencé à un moment, gamin, peut-être je m'achète un couteau ou je vole un couteau ou Mm. je. Et, et combien de gens doivent te dire, j'ai offert un couteau à mon fils ou à ma fille, et puis depuis, et puis on change des vies très modestement, parce que c'est pas, on n'a pas, il n'y a pas de gloire à chercher, il n'y a déjà pas beaucoup de pognon, alors la gloire. Mais Mm. ce que je veux dire, c'est que ça permet d'amener de la liberté. Et je pense, comme toi, je préfère, je préférerais vraiment vivre dans un monde où les gens sont libres et responsables que dans un monde comme aujourd'hui où la plupart des gens sont esclaves et complètement dépendants et assistés. Parce que le jour où ça pète, c'est ça la métaphore du zombie, hein. Le dépendant et qui va tourner comme un poulet qu'on a décapité parce qu'il ne sait Mm. pas quoi faire et tout, c'est dangereux. Et je préfère vivre dans un monde apaisé et pas dangereux, avec des gens responsables et libres. Tout à fait. Et je rajouterais stable. En fait, le truc avec les kits, et c'est ça que le gouvernement essaye de faire de toute façon. Donc, effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est assez positif. Mais le truc avec les kits et les préparations au domicile et la résilience et ainsi de suite, c'est juste que ça rajoute de la stabilité. C'est-à-dire que si demain matin, effectivement, comme on l'a vu avec la chauve-souris mal cuite, c'était un excellent petit aperçu. Même moi, là, dans ma petite ville, tu sais, tu as eu l'impression que les mecs, mais c'est incroyable, quoi. Allez, en 90 minutes, il n'y avait plus de PQ, plus de pâtes, plus de farine. C'était incroyable. Euh, mais ça, effectivement, ça injecte de la stabilité à l'échelle des quartiers, des familles et des foyers. Et donc, si effectivement on a un minimum à la maison, qu'on a déjà du PQ à la maison, qu'on a déjà de la farine à la maison, qu'on a déjà toi, de l'eau à la maison et ainsi de suite, ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller me ruer au supermarché, de peut-être de créer un accident de voiture, de voler un paquet de nouilles à mémé, tu vois. Bon, ça crée de la stabilité. C'est ça qui est intéressant avec les kits, en fait. Ce qui est C'est ça. intéressant avec les kits, c'est de créer de la stabilité psychologique et émotionnelle à la maison. C'est-à-dire que papa n'est pas en pleine panique parce que tout d'un coup, les supermarchés sont fermés et qu'il n'y a plus de pâté à la maison. Et donc, devant son fils et ses filles et sa femme, il commence à paniquer, à grelotter, à se dire: Oh putain, je vais pas avoir mon pâté ce soir. Donc, ça crée de la stabilité émotionnelle et psychologique à la maison. Et puis, bien évidemment, dehors, ça crée de la stabilité parce qu'on n'est pas en train tous de se taper sur la gueule pour le dernier pot de Nutella, toi. Euh, Touchez le donc pain, il voilà. est pour moi. Il est pour moi, le dernier pot de Nutella. Donc, mais Exactement. c'est ça qui est vrai. Et ça, pour ça, les petits kits de survie de 48 heures, c'est intéressant parce que ça fait un tampon de 48 heures où les gens paniquent pas pendant 48 heures. Ils peuvent rester à la maison. Et donc, c'est vrai que pour ça, voilà, 6 litres de flotte, un paquet de nouilles
tu vois, un petit bleuet qu'on peut avoir à la maison. Bon, c'est vrai que ça crée de la stabilité. Montre-nous Même à si l'écran elle rue est, Barbare. Montre-nous à l'écran rue Barbare, parce que je l'ai pas derrière moi. même si effectivement cette stabilité sera toujours minime, tu vois. Attends, je vais te le montrer aussi en italien. Ouais, c'est un des 4 exemplaires qui ont été vendus. J'ai dû l'acheter pour te l'envoyer, celui-là. Exactement. Mais bon, rue Barbare, voilà, ça c'est la version 2 parce qu'on a deux versions en fait. Enfin, on a L'ancienne, l'ancienne qui n'est plus imprimée de toute façon. ah ouais, bien sûr. Et ouais, rue Barbare, et on explique tout ça en fait dans rue Barbare depuis ça fait 13 ans, 13 ans qu'on 13 a ans. écrit. 13 ans. Non, non, c'est un livre qui reste un classique aujourd'hui de la préparation dans le monde francophone. Donc, ouais. Mm. Achetez-le, achetez-le. Volway, je te remercie beaucoup. On Pas de va, rien, de rien. cette vidéo sera en primeur sur Patreon, évidemment, pour nos abonnés pendant quelques jours. Et puis, pour Mm. ceux qui ne sont pas abonnés, vous la voyez donc pour la première fois sur YouTube, sur les réseaux. Partagez-la, faites-la circuler. Et vous voyez, un des nombreux avantages de Patreon, c'est que vous avez des infos avant. Il n'y a pas que ça, mais Exactement. c'est déjà pas mal. Il y a des lives, Et, etc. et tout ça. et des infos qu'il n'y a pas, effectivement, qu'il n'y a pas ailleurs. Exactement. Je Ouais. mettrai le lien de tout ça sous le descriptif de la vidéo. Faites-la tourner comme si vous étiez dans une cave et à très bientôt. À plus. Salut.